Littérature de langue française de l'Université de Montréal. Ses recherches et son enseignement portent principalement sur la littérature française de l'Ancien Régime. Il s'intéresse aussi plus largement à l'histoire et à la poétique du roman. Il a publié en 2008 aux éditions du Seuil La Voix au chapitre, poétique de la disposition romanesque. Il prépare un essai sur les différents avatars historiques de la publication différée du récit. Donc, voici. Merci beaucoup. Mon texte ici. Alors, pour commencer, je m'excuse du caractère extrêmement rudimentaire de mon PowerPoint, surtout lorsqu'on le compare à ceux de mes collègues. Alors, il y a une question de temps là-dedans. J'ai décidé assez tardivement d'avoir un support visuel, puis une question aussi d'habileté technique. Évidemment, je ne suis pas capable vraiment de faire mieux que ça de toute manière. Alors, considérons d'abord la fin du premier livre de la troisième partie de la Clélie de Mademoiselle de Scudéry, publiée en 1657. Le petit cercle de l'héroïne s'était rassemblé pour écouter le récit d'un personnage nommé Hamilcar. Cette longue narration vient de se terminer. On en profite donc pour se séparer jusqu'au lendemain. Se trouvent en l'espèce réunis deux thèmes de rupture qui reviennent couramment chez Madeleine de Scudéry. Alors, le premier de ces thèmes, le passage au lendemain, permet de clore le livre tout en minimisant l'effet de la coupure. Le topos du coucher assimile la partie qui précède à une sorte de journée, donc à une unité naturelle renvoyant au rythme même du temps humain. Le blanc interlivresque est par le fait même identifié à une nuit, à une ellipse temporelle où les personnages se reposent, permettant au récit de prendre un temps d'arrêt. Une certaine durée, en l'occurrence celle qui sépare les deux journées, est représentée par une certaine quantité typographique que le regard doit parcourir. Fondés en grande partie sur l'échange et sur la conversation, les livres de Clélie s'interrompent aussi régulièrement sur une séparation, les différentes compagnies représentées dans le roman y renonçant temporairement à leurs entretiens. Quelle que soit la raison de cette dispersion, elle correspond toujours à un moment de relâchement de l'attention. Un récit a été conclu, une discussion s'est achevée, un argument a été réfuté, il y aurait de toute façon passage à autre chose. L'événement diégétique n'est jamais qu'une manière de justifier narrativement une cheville discursive. Quoi qu'il en soit, la rupture est là encore ménagée par un motif qui joint la clôture et l'ouverture, qui conclut l'unité de façon satisfaisante tout en permettant à l'intrigue de continuer. Alors, ces deux thèmes présente par ailleurs un autre point commun, le suspense au sens fort du terme y est à peu près absent. Les unités de Clélie ne se terminent pas sur un événement saisissant, sur un coup de théâtre, laissant le sort des héros dans l'incertitude et réduisant le lecteur à une attente plus ou moins angoissée. Même lorsque les fins de livres scudériens ne se présentent pas sous une forme aussi apaisée que celle-là, on est loin de l'inquiétude qui caractérisera la chute associée à tort ou à raison aux séries paralittéraires du XXe et du XIXe siècle. Des personnages se séparent, ils s'endorment, ils se mettent tranquillement en route. Bref, on ne trouve rien ici qui risque d'engendrer cette accélération du pouls lectorial, ce désir compulsif de connaître la suite qui marque le suspense dans ses formes les plus paroxysmiques. Alors, les choses ne se présentent plus tout à fait de la même manière dans les dernières années de l'Ancien Régime, du moins si on envisage le cas du poète et romancier Robert Martin Lesuire. L'aventurier français de Lesuire, qui paraît de 1782 à 1788, est un étrange objet narratif, participant à la fois de la saga familiale, du cycle romanesque, du roman fleuve et du récit fantastique. En 4 ouvrages relativement indépendants, composés chacun de plusieurs volumes, il propose les aventures de Grégoire Merveille, l'aventurier français lui-même, puis les aventures de son fils Cataudin et de sa fille Ninette. Le suspense y atteint d'emblée des sommets qu'on croirait réservés aux formes les plus exacerbées de la littérature sérielle. À la fin des livres qui divisent les différents opus, les héros de Lesuire sont enfermés dans des grottes, des souterrains, des cachots. Ils sont fusillés, ils sont empoisonnés, ils sont précipités dans des bûchers, ensevelis par des tremblements de terre. Grégoire Merveille, lors de l'explosion de son navire, se retrouve même projeté entre ciel et mer dans un état de suspension qui tient moins du cliffhanger que de la chute au sens le plus littéral. Alors, le passage au présent
dans la dernière phrase de cet extrait, qui est aussi la dernière phrase du 5e livre du 2e tome de la suite de l'aventurier français, le passage au présent abolit la distance créée par la narration rétrospective au passé. Il donne à l'événement raconté une urgence supplémentaire. Le lecteur assiste à l'explosion, ou mieux encore, il explose en même temps que le narrateur et ses compagnons. Cette présentification du récit est du reste portée à son comble dans une chute de la seconde suite de l'aventurier français, où ce n'est plus le personnage qui se trouve dans une situation fâcheuse, mais le mémorialiste lui-même qui est terrassé en direct. La tension du suspense est projetée ici métaleptiquement du plan de l'histoire à celui de la narration, qui devrait pourtant lui être inaccessible. On voit mal, par exemple, comment chez Marivaux, les périls encourus par la jeune Marianne pourraient revenir hanter la vieille narratrice, si ce n'est sur le mode de la réminiscence. Or, c'est exactement ce qui arrive ici à Cateau d'Emerveille, que sa position théoriquement détachée des aventures qu'il raconte ne protège manifestement plus contre les sursauts menaçants du récit. Il reviendra d'ailleurs au père du narrateur, soit à l'aventurier français original, de le sauver de ce mauvais pas, comme on le découvrira au début du livre suivant. Soit donc deux états de logiques opposés de la fin du livre ou de chapitre. De Clélie à l'aventurier français, l'ancien régime romanesque semble avoir procédé sur ce plan à une double concentration. Il s'agit d'abord d'une concentration narrative. Les cliffhangers de Le Suire sont un concentré de suspense, une intensification de cette tension qui, selon Raphaël Baroni, est nécessaire au bon fonctionnement de tout récit. Les chutes suspensives participent à l'intérêt général du texte, mais leur intensité est cependant telle qu'elles demandent un relâchement immédiat. Le suspense à si forte dose pourrait lasser et manquer ainsi lamentablement son but en épuisant le lecteur avant de l'avoir mené à terme. C'est pourquoi de tels épisodes sont généralement clairsemés, séparés par des plages plus calmes, où la densité suspensive s'avère en tout cas plus supportable. Donc, première concentration narrative. La seconde concentration, elle, est spatiale. Toute la dialectique du suspense a lieu ici autour de la rupture dispositive, alors que le silence du blanc vient menacer le texte lui-même. Avec ces deux bornes qui se font face au-dessus du gouffre, la rupture de chapitre symbolise matériellement la dynamique de l'amorce, de la suspension et de la résolution. Elle mime en quelque sorte le fonctionnement du suspense. Mais ce dernier aide aussi, bien sûr, à la combler. En même temps qu'il stigmatise la coupure, le suspense garantit le passage et assure une continuité textuelle parfois sévèrement mise à l'épreuve. Alors, le roman du XVIIIe siècle semble donc avoir procédé à une concentration du suspense. Quelles sont les raisons qui expliquent, ou pourraient en tout cas contribuer à expliquer, cette évolution qualitative, à laquelle correspond par ailleurs un développement quantitatif, que le temps alloué à cette communication m'interdit de détailler. Mais disons, pour faire très très court, que le nombre de romans présentant des fins d'unités tendues augmente sensiblement des années 1650 aux années 1760, période pour laquelle j'ai été à même d'effectuer un petit calcul, par ailleurs complètement artisanal. Alors, on pourrait faire intervenir ici, du point de vue des pistes explicatives, on pourrait faire intervenir ces évolutions de la lecture et de la réception textuelle qu'on a datées de la fin des Lumières et du premier 19e siècle. Le passage d'une lecture intensive à une lecture extensive, favorisant sans doute l'avènement de textes plus rapides, à consommation vorace, et donc la diffusion de techniques d'accélération et d'intensification, comme celle du suspense. On pourrait aussi s'interroger sur les rapports qu'entretient la tension suspensive avec la sensibilité nerveuse, irritable, fébrile, qui s'affirme dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Que le roman à suspense ait contribué à engendrer cette sensibilité chatouilleuse, ou qu'il en soit une conséquence, il est difficile de le dire, mais il y a en tout cas une coïncidence historique remarquable entre un mode d'être et de sentir et un procédé textuel qui en exploite les qualités premières. Cela dit, je voudrais surtout évoquer ce matin une troisième piste qui relève moins de l'histoire de la lecture et des sensibilités que de la poétique historique. Je voudrais faire valoir le rôle qu'a pu jouer le roman périodique des années 1730 dans le développement du suspense et tout spécialement dans l'émergence de cette forme spécifique de suspense ruptural
qu'on appellera, pour suivre l'usage consacré, le cliffhanger, une expression qui, j'imagine, reviendra à quelques reprises dans les 2 journées qui viennent. Alors, il s'agit en fait de réinscrire le phénomène du suspense ruptural ou du cliffhanger dans l'histoire longue de la périodicité romanesque. Dans les littératures de langue française, pour nous en tenir à celle-là, on peut en effet identifier 3 grands régimes de la publication différée, 3 époques où s'est généralisée cette manière de composer et de publier un roman dans le temps. Or, la première de ces époques correspond aux 2 premiers tiers du XVIIe siècle et à ce corpus à la fois multiple et cohérent qu'on fédère communément sous l'étiquette du roman baroque. La publication de la première partie de l'Astrée d'Honoré d'Urfé en 1607 inaugure un type de livraison et une pratique éditoriale qui prospéreront ensuite pendant près de 60 ans, voire plus encore si on envisage certains textes anachroniques, intempestifs, comme Les effets surprenants de la sympathie, le premier roman du jeune Marivaux. La deuxième époque de forte activité romanesque périodique intervient autour des années 30 du XVIIIe siècle avec la production différée de Marivaux lui-même, de Prévost, de Crébillon-Fils, de Lesage et de plusieurs écrivains du second rayon, parmi lesquels il faut sans doute faire une place à part au chevalier de Mouly, que nous recroiserons tout à l'heure si nous en avons le temps. Quant au 3e régime, dont nous participons encore dans une large mesure, c'est celui qui se met d'abord en place avec le roman feuilleton des années 1830 et 1840 pour dominer ensuite l'espace sériel et médiatique durant près de 2 siècles. Or, les livraisons romanesques périodiques, quel que soit le régime historique qu'on envisage, sont confrontées à un problème particulier, qui ne se pose pas dans les mêmes termes aux simples chapitres et autres unités dispositives. Publiée de façon isolée, souvent au fur et à mesure de sa composition, la livraison est chaque fois confrontée à un abîme, celui qui la sépare de la livraison suivante, laquelle peut très bien ne jamais paraître, renvoyant le récit à un inaboutissement plus ou moins définitif. Dans ce type de sérialité interne, pour emprunter la distinction que fait Mathieu Letourneux entre sérialité interne et externe, dans ce type de sérialité, l'intervalle est toujours une menace. Il réserve toujours la possibilité d'une dérive ou d'une extinction. Et le problème est particulièrement marqué pour les tomes baroques et les parties de romans du XVIIIe siècle, dans la mesure où le libraire de l'âge classique n'a pas encore le rôle stabilisateur qui, en régime médiatique, sera dévolu à l'éditeur ou au directeur de journal. Les romans différés de l'Ancien Régime sont ainsi plus susceptibles de s'interrompre sans se conclure que les romans en feuilleton ou en fascicule qui leur succéderont. En témoigne l'abondance au XVIIe et au XVIIIe siècle des ouvrages inachevés, de l'Astrée et du roman comique, à La vie de Marianne, aux Paysans parvenus et aux Égarements du cœur et de l'esprit. Ces romans paraissent aussi avec la plus grande irrégularité, selon un calendrier plus ou moins capricieux et de toute manière plus ou moins respecté. Il est par exemple rare, sinon carrément jamais vu, qu'un romancier des Lumières épouse vraiment la périodicité mensuelle ou autre à laquelle il s'est engagé dans le paratexte de ses premières livraisons. Et puis enfin, le roman périodique de l'Ancien Régime est d'emblée mis en péril par le rythme même de sa production. L'intervalle séparant 2 tomes ou 2 parties ne se calcule pas ici en jours ou en semaines, mais bien en mois, et souvent même en années, sinon en décennies. Il est d'ailleurs fréquent que des épigones profitent de ces pauses prolongées pour conclure ou poursuivre le récit, forçant parfois l'auteur original à sortir de son silence, créant en tout cas une œuvre au circuit multiple dans laquelle le texte autorisé côtoie une ou plusieurs excroissances apocryphes. Donc par son ampleur, par son irrégularité, par son caractère aussi potentiellement définitif, l'intervalle revêt pour les romans différés de l'âge classique un caractère particulièrement menaçant. D'où le besoin qui apparaît progressivement chez les romanciers de développer des techniques permettant de mettre le roman sous tension pour une période plus ou moins étendue et possiblement infinie. C'est comme si émergeait peu à peu au cours des XVIIe et XVIIIe siècles une conscience des risques que l'interruption périodique fait courir à l'intégrité, à la survie même de l'œuvre romanesque. Et la fin de livraison est un des lieux que cette conscience interstitielle investit en priorité, favorisant des ruptures de plus en plus tendues.
Alors, au XVIIe siècle, pour commencer par là, la recherche d'une tension suspensive semble encore relativement secondaire. Les procédés qui président à la rupture de livraison sont rarement plus marqués que ceux qui accompagnent les scissions internes entre livres, alors qu'on s'attendrait pourtant à ce que la grande coupure entre deux tomes ou deux parties, creusée à la fois par l'espace et par le temps, soit au moins modulée par une manœuvre de relance de l'intérêt. Dans Clélie, pour revenir à mon exemple initial, les fins de livraison ont généralement recours, comme les fins de livre, à des motifs neutres ou mimétiques. Fin de conversation, retrait des personnages, départ, entrelacement des intrigues, etc. Dans la Cassandre comme dans la Cléopâtre de la Calprenède, dans Ibrahim comme dans le Grand Cyrus de Mademoiselle de Scudéry, dans la Rosanne de Desmarais de Saint-Sorlin comme dans la Rodogune d'Aigues d'Ifremont, c'est le délai seul qui est chargé de cultiver l'impatience des lecteurs. Or, cette règle générale connaît cependant un certain nombre d'exceptions. Déjà, quelques romanciers, ou du moins quelques romans, tentent de compenser les effets potentiellement délétères de l'intervalle par un accroissement de la tension terminale. Cette intensification du suspense est d'autant plus remarquable que les ouvrages en question respectent autrement la topique plus ou moins nonchalante que j'ai déjà évoquée. Ainsi, dans Cléobuline ou La veuve inconnue de la baronne de Mars, publié en 1658, les unités internes se terminent de façon tout à fait conventionnelle. À deux reprises, soit à la fin des livres 1 et 2, on retrouve même le topos de la séparation des personnages pour la nuit, qu'on a vu tout à l'heure dans la Clélie. Or, la fin du troisième livre s'écarte de cette thématique, sans doute parce qu'elle coïncide avec la fin de la première partie du roman, qui restera d'ailleurs la seule. Avant cette pause dont on ignore encore l'ampleur, le roman s'arrête sur une image saisissante, celle du héros suivant à la trace des gouttes de sang, sans savoir où ces gouttes vont le mener. Alors, le motif reste assez calme, on en conviendra. Le personnage n'est pas suspendu au-dessus de l'abîme, il n'est pas projeté dans les airs par l'explosion de son navire. Il ne fait que suivre une piste sanglante. L'image rend néanmoins la clôture de la livraison beaucoup plus énigmatique, beaucoup plus mystérieuse que celle des livres qui précèdent. Dans la Clélie elle-même, on peut aussi observer une différence d'intensité selon qu'on envisage les ruptures à l'intérieur d'un même volume ou celles qui interviennent entre deux tomes, publiées séparément. À la fin de la première partie, par exemple, Aronce, le personnage principal masculin, Aronce hésite à un carrefour, devant deux routes s'élançant dans des directions opposées, singeant le type de projection disjonctive qui est amené à faire le lecteur lorsqu'il est mis en situation de suspense. Le même Aronce occupe la fin des deuxième et quatrième parties, où il se lamente sur son sort, faisant valoir tout le pathétique qui s'attache à sa position. En fin de troisième partie, enfin, Clélie elle-même s'inquiète tout haut du sort de son amant, Aronce donc, et de son frère Octave, résumant pour l'occasion les dangers où sont plongés les deux personnages. Il ne manque pour être dans le régime feuilletonesque que la formule traditionnelle, la suite au prochain numéro. Dès les années 1650, donc, alors que la dilatation temporelle semble encore suffisante pour garantir la fidélité du lecteur, Mademoiselle de Scudéry sent déjà que les interstices sériels présentent un péril particulier. Elle conçoit déjà qu'il y faut quelque chose de plus, un encouragement supplémentaire à poursuivre, une charge additionnelle de danger, ou au moins une synthèse des épreuves auxquelles les protagonistes sont déjà confrontés. Mais l'illustration la plus remarquable de cette disjonction entre ruptures internes et ruptures externes est fournie au XVIIe siècle par le roman comique de Scarron, qui, sur le plan de la périodicité, adopte le même fonctionnement que les romans héroïques dont il prend autrement le contre-pied. En 1651, à la fin de la première partie, Scarron présente son héros, le Destin, poursuivant les ravisseurs d'une jeune fille, Angélique, dans une chevauchée qui durera proprement 6 ans, jusqu'à la parution en 1657 de la seconde partie. Alors, cette fin de livraison caracolante, digne d'un western ou d'un roman de cap et d'épée, est d'autant plus spectaculaire que Scarron y renonce provisoirement aux commentaires métatextuels qui accompagnent la plupart de ses fins de chapitre. Comme si l'anti-romancier, pourtant rompu aux ruses de la mise en scène temporelle,
avait été soudain rattrapé par le temps réel de la publication. Scarron ne cherche plus à mettre son texte à distance, mais il fait corps avec l'action. Il refuse de mitiger l'intérêt romanesque avant une pause dont il ne connaît pas encore la durée. Les facéties burlesques ne seraient pas à leur place en fin de livraison, ou plutôt que de diluer l'attention, on doit insuffler au texte une énergie proprement romanesque, cette énergie que refuse habituellement Scarron ou qu'il relègue dans les récits secondaires et les nouvelles insérées. Cette préoccupation est encore présente, je ne sais pas si... Il reste 5 minutes, on va y aller à bride abattue. Alors, cette préoccupation est encore présente 80 ans plus tard dans la vie de Marianne, qui est à bien des égards le parangon du régime périodique des années 1730. À la fin de la seconde partie, parue en 1734, l'héroïne est attablée avec Madame Dutour et avec sa camarade de travail, Mademoiselle Toinon, quand les trois femmes sont interrompues par un événement imprévu. Elle en était là de ses leçons, c'est de Madame Dutour qu'il s'agit, dont elle ne se lassait pas et dont une partie me scandalisait plus que ses brusqueries, quand on frappa à la porte. Alors ces coups frappés à la porte de Madame Dutour restent somme toute assez discrets. Il s'agit bien de suspense, puisque l'apparition sonore d'un nouveau personnage prend la compagnie par surprise et que l'identité de ce personnage reste pour l'instant cachée. Le lecteur est confronté à une incertitude quant à l'avenir du récit et se voit forcé de procéder à un pronostic. Ce suspense, puisque suspense il y a, n'a cependant pas l'urgence de ceux de l'aventurier français. Heureusement d'ailleurs, puisqu'étant donné la périodicité complètement aléatoire de la vie de Marianne, ce n'est que 22 mois plus tard que le lecteur sera en mesure d'attribuer ces coups frappés à la poigne du roué Monsieur de Climal. Alors les chutes du roman de Marivaux sont à l'occasion plus intenses, mais en dépit de ces variations internes, l'inquiétude liée à la chute marivaudienne reste assez légère. Elle reste assez légère et elle est en plus constamment mitigée. Le commentaire pseudo-épistolaire de la comtesse, de la vieille Marianne, qui encadre dans chaque partie les aventures de la Marianne adolescente, ce commentaire se superpose à la chute pour en atténuer les effets. Après les coups frappés à la porte de Madame Dutour, la narratrice précise ainsi, au bénéfice de sa correspondante, « Nous verrons qui c'était dans la suite. C'est ici que mes aventures vont devenir nombreuses et intéressantes. Je n'ai pas encore 2 jours à demeurer chez Madame Dutour, et je vous promets aussi moins de réflexion si elle vous fâche. » Et c'est sur ces dernières paroles, ces dernières phrases, que se clôt en effet la deuxième partie de la vie de Marianne. Au moment même où elle affirme l'intérêt de ce qui va suivre, la comtesse sabote donc en partie le procédé qui lui permettrait mieux sans doute que son annonce publicitaire de fidéliser son lectorat. Alors, la vie de Marianne propose donc un suspense à la fois plutôt bénin et constamment atténué. Cette forme tempérée du procédé n'en révèle pas moins une conscience de plus en plus affirmée des dangers de l'intervalle. Le modèle baroque de la fin de livraison blanche, abandonné au seul jeu de la dilatation temporelle, est affiné par le développement de techniques spécifiques de fixation et de relance de l'attention. J'en examinerai quelques-unes de ces techniques, rapidement, bien sûr. Alors d'abord, un effet d'apnée, un effet de souffle retenu, peut être obtenu lorsque la livraison s'interrompt juste avant qu'un récit ne commence ou ne reprenne. Le narrateur intradiégétique prend son souffle, il va parler. Le lecteur est dès lors pendu ou suspendu à ses lèvres en attente de cette histoire qu'on lui présente comme toute prochaine, même s'il faudra parfois l'attendre durant des années. Alors, le suspense reste encore ici assez modéré. On doit toutefois tenir compte du déplacement que ce procédé opère par rapport à la pratique antérieure. Dans le roman baroque, les fins de livraison accueillaient généralement la fin d'un récit, plutôt que son début. Or, au lieu de coïncider, au lieu de former un bloc compact, le récit et la livraison sont désormais décalés. Et ce décalage m'apparaît comme un nouveau signe de cette conscience interstitielle de l'Ancien Régime, de plus en plus préoccupée par l'obstacle que pose l'intervalle au déroulement homogène du roman. Un suspense indirect peut aussi être distillé par le ton alarmant qu'adopte le narrateur en toute fin de tome ou de partie. Ce qui crée la tension, ce n'est pas encore ici la situation hasardeuse où sont plongés les personnages,
mais bien une annonce de mauvais augure, qui peut être plus ou moins allusive, mais doit en tout cas être suffisamment explicite pour amener le lecteur à se projeter, plus ou moins haletant, vers la suite du texte. Alors, de ces remarques menaçantes, de ces remarques comminatoires, je ne vous donne qu'un exemple dont on pourra déduire à peu près tous les autres. À la fin du 4e tome de Cleveland, paru en 1732, le narrateur de l'abbé Prévost évoque un double renversement de fortune qui va le faire passer successivement du malheur au bonheur, puis encore du bonheur au malheur. Il promet à son lecteur une double dose d'émotions fortes, tout en maintenant le plus grand secret sur la teneur spécifique des épisodes à venir. Mais le roman des années 1730 est surtout le laboratoire d'une forme relativement nouvelle de suspense direct, où la fin de livraison devient un moment de tension maximale. Prévost clôt ainsi la première partie du doyen de Killerine, dont on attendra la suite pendant plus de 4 ans, par l'arrestation de Patrice, le frère du doyen. Le thème de l'emprisonnement est aussi exploité par l'auteur anonyme de La Fille errante, dont la clôture de la 4e partie montre l'héroïne successivement dévalisée par des brigands, puis emmenée au Châtelet par l'escouade du Guet. Le narrateur du Solitaire espagnol, un autre roman anonyme, le narrateur du Solitaire espagnol, accourant à des cris lugubres, aperçoit pour sa part un scélérat s'enfuir à cheval après avoir percé de plusieurs coups le corps de sa victime, Donna Laura. Mais, je finirai là-dessus, mais le romancier des années 30 qui cultive le suspense de la façon à la fois la plus systématique et la plus immodérée est sans doute le Chevalier de Mouhy, lequel Mouhy est aussi, comme par hasard, celui des écrivains de l'époque qui appelle le plus directement les auteurs sériels des siècles suivants. Mouhy produit énormément et rapidement, ce qui explique à la fois les banalités de son écriture et les excentricités quasi géniales qui y surgissent régulièrement. Il ne se gêne pas pour piller les grands succès romanesques du temps dans ses intrigues comme dans ses titres, de la paysanne parvenue aux mémoires et aventures d'une fille de qualité qui ne s'est point retirée du monde. Il explore des modalités inédites de la fiction qui ont amené certains critiques à voir en lui l'ancêtre plus ou moins vénérable du roman noir, du récit fantastique ou de la science-fiction. Il pratique la publication périodique avec un zèle mercantile digne d'un Dumas, menant parfois 4, 5, voire 6 romans de front. Et Mouhy conclut beaucoup de ses livraisons par le type même de chute que l'on associe plutôt à la paralittérature et à la modernité. Bon, la coupe peut revêtir chez lui un caractère encore relativement paisible, bien qu'elle soit déjà marquée par une stridence accrue. Ainsi, les coups frappés à la porte à la fin de la première partie des Mémoires de Monsieur le Marquis de Fieux le sont rudement, ce que n'étaient pas ceux de Climal dans la vie de Marianne. Ils sont frappés rudement et ils causent la frayeur de la marquise avec qui le narrateur vient de lier connaissance à ce moment-là. Même manège dans la 2e partie où les topoïs de la fin du jour et de l'arrivée impromptue sont dotés d'une charge menaçante, généralement absente de leurs emplois habituels. Mais les chutes de Mouhy peuvent aussi renvoyer, bien sûr, au feuilletonesque le plus débridé. Dès la première partie de La paysanne parvenue, Jeannette, l'héroïne, échappe de justesse à un enlèvement, puis tombe sans connaissance au pied d'un arbre après avoir entendu des coups de feu. Laissé à l'article de la mort à la fin du premier livre, le narrateur des Mémoires posthumes du comte de Débé est ensuite enfermé dans un gigantesque souterrain gothique par un sinistre président au Parlement qui convoite sa femme. Dans le même roman et dans le même souterrain, un autre personnage est attaqué par un grand corps décharné qui est présenté comme une sorte de spectre ou de mort-vivant. Un des narrateurs de Paris, où le mentor à la mode, est lui-même attaqué à la fin du premier livre par un serpent gigantesque. Ce roman inachevé, s'interrompt par ailleurs sur une scène particulièrement palpitante, alors qu'une jeune fille voit apparaître, par une porte entr'ouverte, une main à laquelle pend un poignard sans fourreau. L'extravagant Lamekis, ou les voyages extraordinaires d'un Égyptien dans la terre intérieure, propose des chutes à l'avenant, navires échoués dans un arbre géant, attaque de cruels hommes vers de terre, héros s'enfuyant en s'accrochant aux pattes d'un aiglon, etc. Dans un ouvrage plus tardif, Les délices du sentiment, la chute est encore présente alors qu'un poignard est levé par une servante perfide sur sa maîtresse,
une princesse orientale au bord de l'évanouissement. Alors chez Mouhy, le suspense peut intervenir concurremment, j'ai presque fini, dans deux différentes strates narratives, comme en conclusion de la première partie de la vie de Chimène de Spinelli. Au niveau métadiégétique, celui de l'histoire insérée, assumé par un personnage qui n'est connu que comme l'ennemi des femmes, au niveau métadiégétique, donc une sorte de spectre pénètre dans la chambre du narrateur, la frayeur de ce dernier étant quelque peu mitigée par le commentaire final qui laisse penser que le reste du récit tirera plutôt vers la galanterie que vers la terreur. Au niveau intradiégétique, celui de l'intrigue principale, des étrangers surgissent les armes à la main dans la chambre où le récit est conté, entraînant une échauffourée et installant un mystère qui ne pourra être résolu que par l'ouverture, dans la partie suivante, d'une nouvelle histoire. Mouhy est même déjà assez maître du procédé, assez conscient de ses ressources et de sa nécessité, pour l'employer à l'occasion de façon parfaitement arbitraire. Dans les derniers paragraphes du 10e livre de La paysanne parvenue, un aveugle patibulaire surgit dans les appartements de Jeannette, dont il se prétend le mari. Il s'agit en fait d'un pur quiproquo qui sera désamorcé dès le début de la livraison suivante. Alors, cette liquidation à peu près immédiate n'empêche cependant pas la chute de produire son effet en créant une tension tout artificielle. Elle assure la liaison entre les deux livraisons. Donc, pour résumer très brièvement, la peur de l'intervalle amène donc le roman périodique du XVIIIe siècle à développer pour ses propres fins un type de conclusion d'unité qui lui survivra et qui se diffusera aussi en s'amplifiant dans le roman qu'on pourrait qualifier de non périodique, le roman à publication simultanée. Il est significatif que les chutes de l'aventurier français que je citais tout à l'heure, avec leurs explosions, leurs séismes ou leurs narrateurs expirant sous les yeux du lecteur, ces chutes-là interviennent en général à l'intérieur d'un volume, et non entre un tome et le suivant. En tout cas, dès l'Ancien Régime, dès les années 1730, et même dès le XVIIe siècle, dans certains cas particuliers, les chutes remplissent le rôle qui sera encore le leur au XIXe siècle. Elles captivent le lecteur, elles facilitent son attente, elles l'amènent à désirer la suite et parviennent ainsi à unifier le roman par-delà l'espace et le temps de l'intervalle. Oui, je pense que je vais changer de titre pour adopter ce livre. C'est vraiment très important. Oui, Philippe Marion. Merci beaucoup, ça donne envie en tout cas de lire toute cette littérature que je ne connais personnellement pas. On risquait d'être un peu déçu. Mais... extrait à peu près ce qu'il y en avait de mieux à dire. C'est bateau qui éclate, etc. Oui, bon, ça c'est pas mal. Alors la question que j'ai posée est un peu simple, c'est que quand vous dites très bien qu'il y a une peur de l'obstacle, de l'intervalle, il y a une crainte, un désir d'affronter cet obstacle et l'intervalle. En même temps, et c'est la dimension paradoxale, on voit bien que tous les procédés de mise en tension renforcent aussi la frustration de l'intervalle. Donc, en même temps qu'on veut nier l'intervalle, on le construit, parce qu'on entretient une frustration. Ben, la frustration est envisagée là-dedans comme une sorte de pont. C'est en frustrant le lecteur qu'on va l'amener à désirer peut-être plus intensément la suite. D'accord, mais est-ce qu'on ne pourrait pas alors interpréter, par exemple, les formes de mitigées à la Marivaux comme un souci de ne pas donner trop de tension quand même, parce que par crainte de l'intervalle, justement. Souci de dosage. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Pourquoi pas, ça me semble une assez bonne idée. Marivaux étant certainement un écrivain plus sophistiqué, pour le dire comme ça, que quelqu'un comme Le Suir. Lui veut... L'extrait que vous avez montré, c'est comme s'il regrettait déjà d'avoir mis de l'attention. Oui. Mais il l'avait quand même. Donc le procédé est un peu trop nouveau pour lui pour être comme ça, laissé à lui-même. Il faut le mitiger, il faut lui mettre une sourdine, quelque part. Mais évidemment, les successeurs, à commencer par le chevalier de Mouhy, n'auront pas ces scrupules marivaudiens-là. Oui, Mathieu. Oui, il y a une chose vraiment très très intéressante dans cette analyse, c'est que dans le fond, elle inverse pratiquement la doxa sur les coupes et l'exploitation des coupes au 19e siècle. On dit généralement le roman feuilleton exploite ça. Or en fait, c'est le contraire qui se produit. On peut dire que le premier roman feuilleton conserve ça et que très vite, dans la mesure où les coupes sont arbitraires, puisqu'elles sont produites par
l'éditeur, disons, puisque on coupe n'importe comment, eh bien, le feuilletoniste introduit toute une série de tensions narratives dans son texte, un peu partout, au hasard, pour produire un effet de coupe, mais qui est finalement, qui ne correspond jamais vraiment à la rupture, puisqu'il ne sait pas très bien où ça va se couper. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a presque ici une forme qui domine et qui tend à se désagréger progressivement dans les années 1850-1860, et qui va revenir en force au moment où à nouveau les ruptures seront pensées, c'est-à-dire, disons, avec le film à épisode, toutes ces choses-là, au XXe siècle. Et c'est intéressant, parce que ça inverse pratiquement complètement ce qu'on dit généralement du XIXe siècle comme lieu d'invention de ces formes. Oui. Enfin, je suis toujours preneur pour une théorie qui fait du XIXe siècle l'héritier direct de l'Ancien Régime. Non, mais c'est vrai là-dessus, comme sur toutes sortes d'autres choses. Le roman feuilleton, ça c'est une des pistes que j'explore de façon un peu plus systématique par les temps qui courent. Le roman feuilleton, le roman sériel, enfin, le roman populaire du XIXe siècle est un héritier direct du roman d'Ancien Régime. Dans sa construction, dans son usage de la stéréotypie qui était auparavant la topique. Bon, c'était pas connoté exactement de la même manière, mais ça fonctionne de la même manière. Et certainement sur le plan de ces tensions ponctuelles. Est-ce qu'il y a une autre question rapide? Non? Ok, on garde ça pour la suite. Merci beaucoup, Hugo Bière.